Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité sur Vox Africa. À la une de l'information de ce lundi 1er août 2016. Lancement ce lundi du nouveau fichier électoral en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a lancé ses opérations dans la ville de Gbadolite. Dernier meeting de campagne avant les élections municipales sud-africaines de mercredi. L'ANC au pouvoir, la DA et l'EFF étaient en opération séduction tout le week-end. Et enfin, le Bénin célèbre les 56 ans de son indépendance. Première cérémonie officielle pour Patrice Talon en tant que chef de l'État. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal en Afrique centrale. En République démocratique du Congo, l'enregistrement des électeurs a débuté dimanche. C'est dans la province du Nord-Ubangi, près de la frontière avec la Centrafrique, que la Commission électorale nationale indépendante a lancé ses opérations. Après leur arrivée à Gbadolite et une cérémonie retransmise en direct à la télévision d'État, les agents de la CENI ont assisté au démarrage de l'identification et de l'enrôlement de la population. De nombreuses cartes d'électeurs ont été imprimées pour remplacer celles des élections présidentielles et législatives de 2011. Les électeurs congolais pourront ainsi participer au prochain scrutin, notamment la présidentielle attendue cette année, même si la date n'est toujours pas déterminée. Et la révision du fichier électoral devrait durer encore 90 jours dans le Nord-Ubangi et encore 10 mois dans l'ensemble du pays. Pour les électeurs, beaucoup d'attentes quant aux élections auxquelles ils pourront participer avec leur nouvelle carte. Écoutez. Nous avions dit que nous avions besoin de 16 mois et 1 jour pour terminer cette opération. Nous venons de consommer les 5 premiers mois et l'opération se poursuit normalement telle que nous l'avions planifiée. Donc techniquement, sur ces points plus ou moins, nous sommes à l'aise parce que nous sommes en train de suivre notre programme ou notre plan comme tel. Dans les jours qui viennent, nous allons publier le chronogramme de toute l'opération de la révision du fichier électoral. Et bien entendu, nous attendons publier les calendriers dès que possible. Il y a un retard par rapport à d'autres pays. Il y a d'autres pays qui évoluent bien. Nous prenons par exemple le cas du Bénin. Ils ont fait des élections, les gens avancent, ils raisonnent très bien. Et c'est comme ça aussi que nous voulons que les choses aillent au mieux. Par exemple, dans notre pays, la RDC, c'est un grand pays, mais les histoires ont toujours tendance à rester derrière par rapport aux petits pays que nous présentons par rapport à eux. Je n'attends que la paix. Parce que la paix passe avant toute chose. Quand il y a la paix, cela nous permettra de développer ce pays. Cela nous permettra de scolariser nos enfants et de vaquer à nos activités comme il se doit. Et la révision du fichier électoral avait été recommandée par les Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie. Elle fait suite à des accusations de fraude lors des dernières élections générales de 2011. En République démocratique du Congo, le calendrier électoral flou et le spectre d'un possible 3e mandat présidentiel de Joseph Kabila cristallise les tensions entre le pouvoir et l'opposition. Dimanche, lors d'un rassemblement populaire de l'opposition à Kinshasa, Étienne Tshisekedi a exigé que l'élection présidentielle ait lieu d'ici la fin de l'année. L'opposition historique rentrée très récemment de Belgique a également demandé le départ de Joseph Kabila le 20 décembre, soit à la fin de son mandat comme prévu par la Constitution. Parmi les dizaines de milliers de personnes qui étaient venues assister à ce premier meeting de M. Tshisekedi, beaucoup espèrent que l'opposition congolaise parviendra à trouver un accord pour créer un front uni contre le président au pouvoir depuis 2001. Et 2 jours avant le meeting de l'opposition, ce sont près de 40 000 partisans de la majorité présidentielle qui étaient, eux, réunis sur la bannière du PPRD. Pour certains, et en dépit de la Constitution, un 3e mandat de Joseph Kabila est tout à fait envisageable. Regardez-moi bien, je suis jeune. Il faut que j'ai un président jeune. Laissez-le tranquille, il est encore jeune. Accordez-lui encore une chance pour un 3e mandat, rien que pour un 3e mandat. Même pour un 3e mandat, on est toujours avec lui. Oui, je le soutiendrai pour un 3e mandat, si le bonheur du Congo est certain, noir sur blanc. Peut-être vous ne comprenez pas cela, mais moi je vous l'apprends. Et restons en République démocratique du Congo, où les habitants de la ville de Goma semblent réjouis du nouveau visage de leur ville. Depuis 2015, la capitale du Nord Kivu, située dans l'est du pays, a vu la piste de son aéroport rénovée, ainsi que le retour d'une liaison aérienne régulière avec l'Éthiopie.
Depuis un an également, de nombreuses routes du centre-ville ont été goudronnées. La rénovation se poursuit. Les travaux ont été permis notamment à la fois par des fonds de l'Union européenne et du gouvernement central, mais aussi par une taxe payée par la population sur la vente de carburant. Dans cette ville laissée à l'abandon sous le régime de Mobutu, étouffée par l'arrivée massive de centaines de milliers de réfugiés fuyant le génocide rwandais, puis meurtrie par le siège de différentes rébellions, sans compter l'éruption du volcan Nyiragongo en 2002, eh bien, la rénovation des infrastructures donne un nouveau souffle à Goma. La restauration des routes de Goma donne l'espoir à ses habitants d'un retour durable de la paix dans un Nord Kivu au fort potentiel agricole, touristique et minier. L'avantage que je retire de ces travaux, c'est que je roule toute la journée. Et quand je rentre chez moi, je ne sens pas beaucoup la fatigue et la douleur, parce que je roule sur une bonne route. Et aussi, je pars de chez moi en étant propre et je rentre le soir tout en restant propre. Avant, quand vous arrivez ici, la route était mauvaise. Les femmes enceintes avaient des problèmes de dos à cause des trous. Il y avait trop de secousses. Comme on le remarque aujourd'hui, la route est devenue praticable. On remercie beaucoup. Avant, c'était difficile, les bus ne venaient pas jusqu'ici. Aujourd'hui, voir les bus venir du terminus et passer par ici, c'est vraiment une bonne chose. Ça a un impact très important. Ça relance également le tourisme. Parce que maintenant, les gens qui veulent faire le tourisme, ils ne peuvent plus se demander s'il faut d'abord commencer par atterrir à Kampala ou à Kigali avant de venir au Congo. Chacun peut prendre son avion et aussitôt arriver à Goma, etc. Et le 30 juin, nous sommes allés célébrer la fête de l'indépendance à Walikale. Nous sommes partis par route pour la première fois depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est grâce au prélèvement que nous avons des minerais qui sont exportés, qui sont certifiés, être conformes à toutes les procédures. J-2 avant les élections municipales en Afrique du Sud, un scrutin qui s'annonce serré dans plusieurs grandes villes du pays et qui fait figure de test pour l'ANC au pouvoir. Affaibli par un contexte économique difficile et des scandales autour de son chef de l'État, le Congrès national africain pourrait bien perdre plusieurs villes stratégiques du pays au profit du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Dimanche, devant environ 55 000 partisans, Jacob Zuma a rappelé l'importance de chaque vote exprimé mercredi 3. Entouré de Winnie Mandela, le président a également rappelé le combat historique mené par Nelson Mandela contre l'apartheid, ainsi que l'héritage laissé par l'ancien président et prix Nobel de la paix sud-africain. Le second mandat de Jacob Zuma expire en 2019. Si la Constitution lui interdit d'en briguer un troisième, eh bien le président pourrait bien être remplacé avant les prochaines élections générales si l'ANC échoue aux municipales. Plus que jamais, donc, l'ANC a tenté l'opération séduction de la dernière chance dimanche. Mes compatriotes, le 3 août est un grand jour pour faire progresser le pouvoir du peuple. Vous devez être des millions à voter pour l'ANC et ainsi permettre à notre mouvement de continuer à améliorer le quotidien de notre peuple. Nelson Mandela a dit, et je le cite, « Vous ne devez pas vous faire avoir par un parti qui ne s'occupe des afro-descendants que la veille des élections. Aucun parti euro-descendant ne doit jamais diriger ce pays. Même s'il utilise des faire-valoir afro-descendants, eux, les euro-descendants, gardent le contrôle. Ça reste un parti d'euro-descendants. » Fin de citation. Je soutiens l'ANC parce que je vois du changement. L'ANC a changé beaucoup de choses en Afrique du Sud. J'ai choisi l'ANC parce que je ne vote pas pour un individu en particulier. Je vote pour le parti. Si on choisit un autre leader, ils changeront. Je crois au changement. Et ce sont plus de 26 millions de Sud-Africains qui sont appelés aux urnes mercredi pour renouveler les maires et les conseillers municipaux des 278 villes du pays. Un record. L'Alliance démocratique à la tête de la capitale parlementaire du Cap compte bien profiter de la situation complexe dans laquelle se trouve l'ANC pour s'emparer de plusieurs municipalités clés. Un dernier sondage estime par ailleurs que le principal parti d'opposition pourrait bien remporter la capitale économique Johannesburg, la capitale politique Pretoria ainsi que la ville portuaire de Port Elizabeth.
C'est un jour avant l'ANC, samedi donc, que l'Alliance démocratique a réuni ses sympathisants dans un stade de Soweto. Le parti de Mmusi Maïmane a appelé ses électeurs à punir le parti au pouvoir. Et pour le dirigeant de l'Alliance démocratique, les Sud-Africains ne doivent pas craindre de trahir l'ANC historique en ne votant plus pour lui. Les habitants de ce pays ont été trahis par ce gouvernement. Ils ont voté pour plus d'emplois et d'infrastructures, mais ils ont reçu plus de chômage et de corruption. Il est temps que nous fassions à l'ANC ce que nous avons fait à l'apartheid. Il est temps de nous élever contre les injustices commises au quotidien contre le peuple de ce pays. L'ANC a eu sa chance. Ils ont eu 20 ans. Les gens n'ont toujours pas d'emploi. Les infrastructures ne sont toujours pas en place. C'est l'occasion d'avoir du changement. La DA est un parti tourné vers l'avenir. Notre pays est tellement prisonnier du passé. J'ai trouvé ma maison politique, un parti qui croit à l'avenir et où les jeunes n'ont pas à attendre qu'on les invite à diriger. Je suis tellement contente de voir tous ces gens qui vont voter pour la DA. Allons-y, votons pour la DA. Les Noirs et les Blancs, allons-y. Et autre parti d'opposition en campagne ce week-end, l'EFF, le parti de gauche radicale du Sud-Africain des combattants pour la liberté économique, a réuni ses supporters dimanche à Polokwane. Dans son discours, le leader Julius Malema a exhorté les électeurs à donner sa chance à l'EFF face au parti au pouvoir. Et je vous propose d'écouter le chef des combattants pour la liberté économique. Nous vous disons aujourd'hui à tous ceux qui écoutent de chez eux, nous vous disons à vous, habitants de Nelson Mandela Bay et Port Elizabeth, les emplois arrivent. Une vie meilleure arrive. Pas une vie meilleure pour une poignée de personnes, mais une vie meilleure pour tous les Sud-Africains, pas seulement pour les membres de l'ANC. Ils vous disent qu'ils n'ont pas les fonds pour un enseignement gratuit, mais l'ANC a dépensé plus d'1 milliard en 3 mois pour sa campagne électorale. Imaginez s'ils avaient utilisé ce milliard pour le donner aux étudiants de la Tshwane University of Technology, de Wits à l'UNISA, à l'Univen, à l'Université de Limpopo. Afrique du Sud, accorde-nous 5 ans. Regarde ce que nous avons accompli en 3 ans. Le FF est le seul parti qui puisse rivaliser avec l'ANC. Ils sont à Ellis Park aujourd'hui. Nous sommes dans le stade Peter Mokaba aujourd'hui. Un parti de 3 ans qui défie un parti de 104 ans. Et toujours en Afrique du Sud, c'est ce lundi que démarre l'audience d'une affaire de kidnapping de bébés. L'affaire avait défrayé la chronique dans le pays en février dernier. Une femme comparaissait devant un tribunal du Cap accusée d'avoir enlevé un bébé il y a 18 ans dans une maternité. Ce n'est qu'en 2015 qu'elle avait alors été confondue par la famille biologique de Zephany Nurse. L'audience qui commence aujourd'hui doit déterminer la peine encourue par la ravisseuse de 51 ans, reconnue coupable. Étaient notamment présents ce lundi les membres de la famille biologique de Zephany. Et l'audience se poursuivra au-delà de ce lundi. L'atmosphère était particulièrement chargée en émotions dans cette affaire très difficile. Ça prend du temps, mais nous devons persévérer parce que c'est très difficile pour ces familles. Elle n'a pas grandi avec nous et c'est douloureux pour elle. Mais nous sommes sa famille et nous comprenons. Nous faisons confiance à Dieu. Elle va réaliser qui est son vrai père, sa vraie mère et sa vraie famille. Nous avons entendu 2 témoins qui étaient les parents de l'enfant, du bébé qui a été kidnappé. Mais nous n'avons pas pu terminer avec le père parce qu'il est devenu trop émotif pour que nous poursuivions. Mais oui, le procès avance et nous espérons que ce sera terminé d'ici la semaine prochaine. Aujourd'hui, 1er août, le Bénin célèbre sa fête nationale. Il y a 56 ans, la République du Bénin a accédé à sa souveraineté internationale. Cette année encore, la tradition de la fête nationale a été respectée avec le nouveau président Patrice Talon. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État a rappelé une fois encore sa volonté de réviser la Constitution pour mettre le pays sur orbite. Romuald Vissot pour les détails. C'est la première fois que Patrice Talon monte à bord du command-car aux côtés du chef d'état-major des armées béninoises. Président de la République depuis le 6 avril dernier, Patrice Talon assiste au défilé militaire et paramilitaire. Cette année, tous les anciens présidents encore vivants, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, sont venus le soutenir. Preuve d'une unité nationale autour du Bénin, car Lionel Zissou, le candidat malheureux à la dernière présidentielle, n'a pas manqué à l'appel. Devant cette classe politique,
Patrice Talon reste ferme. La révision de la Constitution est irréfutable. J'engagerai donc, sous peu, le processus de révision de notre Constitution. Mais avant l'ultime étape de saisine du Parlement, je compte recueillir par une consultation en forme référendaire l'appréciation de l'ensemble du peuple béninois sur les choix que j'ai opérés. En s'adressant ici à la nation béninoise, Patrice Talon et tout son gouvernement restent convaincus que la seule voie par laquelle le Bénin peut encore amorcer son développement est celle des réformes politiques et institutionnelles. Il faut que notre architecture institutionnelle politique corresponde aux débats, aux défis que nous avons aujourd'hui. Il faut absolument que nos institutions, que les insuffisances de ces institutions-là soient corrigées à travers la mise en place d'institutions nouvelles, d'une construction institution nouvelle dans la nouvelle Constitution. Après 56 ans d'indépendance, le Bénin reste toujours un pays sous-développé. Et comme le dit un adage, qui n'avance pas recule. Autre célébration, celle de la journée de l'émancipation au Ghana. L'événement a lieu chaque année au château de Cape Coast, une ancienne forteresse pour esclaves. Les festivités de cette édition ont débuté dimanche avec une procession nocturne révérencieuse. Au programme des prières et des dépôts de gerbes dans le donjon, une cérémonie qui s'est tenue en présence des représentants de la diaspora ghanéenne aux États-Unis et aux Caraïbes. Les explications de ce rite avec le secrétaire exécutif de la Fondation Panafest. La signification spirituelle de cette nuit révérencieuse, c'est que, dans notre tradition africaine, nous avons toujours du respect pour nos ancêtres et ceux partis avant nous. Et comme nous célébrons la journée de l'émancipation, nous ne pouvons pas ne pas nous souvenir de ceux qui ont établi la Fondation et ouvert la voie à notre libération et à notre émancipation. L'ancien Premier ministre du Kenya, Raila Odinga, actuellement à la tête d'une coalition de l'opposition kenyane, était la semaine dernière au Royaume-Uni. Il donnait un discours sur la démocratie en Afrique. Selon lui, il y a un recul des acquis démocratiques dans plusieurs pays africains en raison des chefs d'État qui se cramponnent au pouvoir. Appelant à un sursaut de la communauté internationale, il regrette la faible influence de l'Union africaine sur cette question. Et retour sur les propos de l'ancien Premier ministre du Kenya, au micro de Victoire Youm et de Marc Michel. You remember the wave of democracy that started in the early 90s. Rappelez-vous de la vague de démocratie qui avait été lancée au début des années 90 et qui s'est matérialisée avec la réintroduction du pluralisme politique et la défaite des partis uniques ainsi que l'introduction des limites de mandat. C'est en train de changer. Vous trouvez dans un nombre de pays aujourd'hui que la Constitution a été amendée pour prolonger la durée limite des mandats. Selon moi, c'est une régression. Et nous voyons aussi que l'espace démocratique qui offre une certaine liberté d'expression, une liberté des médias, la liberté et l'indépendance au sein de la société, tout cela est à risque. Et l'Union africaine ne fait rien en ce qui concerne tout cela. Nous constatons que l'Union africaine a perdu de son efficacité dans sa mission en ce qui concerne la garantie de la liberté sur le continent. Rappelez-vous, l'Union africaine était supposée être une amélioration de l'OUA, l'organisation de l'Union africaine. L'OUA avait pour clause dans sa charte de non-interférence dans les affaires internes des pays souverains. L'UA a changé cela en non-indifférence concernant les violations des droits humains sur le continent. Mais c'est plutôt sur le papier qu'en pratique. Donc si la charte de l'UA était proprement implémentée, elle serait l'organe qui aiderait à promouvoir la démocratie sur le continent. Les habitants de l'île africaine de Sao Tomé et Principe attendent le second tour de la présidentielle, reprogrammé le 7 août prochain. Mais un autre sujet les préoccupe aussi, l'attrait touristique de l'archipel. Comment s'ouvrir au tourisme pour attirer devises et emplois sans perdre son âme et malgré des infrastructures insuffisantes? Les professionnels misent sur un accueil sélectif des visiteurs. Une végétation luxuriante entre des plantations de cacao et de café. Un littoral avec des plages désertes sous les palmiers. Le petit archipel africain de São Tomé et Principe s'ouvre tout doucement au tourisme. À Porto Alegre, à la pointe sud de l'île, une poignée de touristes savourent. Na verdade é paraíso na terra. Tem muito poucos turistas
La vérité, c'est que c'est un paradis sur Terre. Il y a peu de touristes, ce qui joue aussi en la faveur de l'île. Les gens sont très sympathiques. Malgré la pauvreté que l'on voit, c'est un pays très sûr. La plage, la mer, le farniente. Dans ce pays de 200 000 habitants, la route du tourisme passe aussi par les Roças, ces anciennes plantations coloniales qui gardent la mémoire de l'île. João Carlos Silva a transformé sa propriété familiale en un restaurant, chambre d'hôtes et résidence artistique, avec un projet bien précis. C'est la belle Bahia d'Angola. Il faut faire un tourisme intelligent, créatif, pour les gens qui aiment beaucoup visiter la population, la culture, l'histoire, et pour connaître l'histoire de l'île, mais en même temps, non, le tourisme de masse. Prêchant par l'exemple, le chef cuisine des produits locaux comme le fameux cacao dont São Tomé a été le premier producteur mondial il y a 100 ans. Une île mal desservie par les compagnies aériennes, les emprunts à des taux élevés pour investir. Les pionniers ont aussi des problèmes de main-d'œuvre. On a vraiment la difficulté de trouver des gens de très bon niveau dans le domaine du tourisme. Quelqu'un pour travailler dans la réception, quelqu'un pour travailler dans le restaurant pour se servir la table et tout ça, c'est un peu compliqué. Le tourisme se développe lévé, doucement, doucement, selon l'expression préférée des habitants de l'île, adeptes d'un mode de vie tranquille. Avec 18 000 visiteurs en 2014 contre 8 000 en 2010, l'activité représente 14% des ressources du pays. Un secteur en plein essor, dans ce pays pauvre qui dépend à 90% de l'aide internationale. Des chrétiens du monde entier se sont retrouvés autour du pape François lors des dernières journées mondiales de la jeunesse. Le rassemblement s'est achevé hier en Pologne en présence de centaines de milliers de pèlerins. Retour sur l'événement. Ils sont venus par centaines de milliers du monde entier. Cette longue semaine est surnommée le Woodstock catholique. Tous étaient là dans le sud de la Pologne pour voir leur héros, François. Mais beaucoup avaient aussi d'autres raisons. Pour montrer que les chrétiens en Irak ne sont pas morts, nous sommes toujours vivants, nous sommes là. Nous attendons un message de la paix, un message de réconciliation, de l'unité entre les peuples, ce qui pourrait notamment avoir des impacts énormes dans notre pays. Pour sa première visite dans le pays, le souverain pontife a reçu un accueil de rockstar. Il a exhorté les jeunes à se lever de leur sofa, laisser de côté leur téléphone, rentrer dans le vrai monde et vivre leur vie. Il a également égratigné son hôte, le gouvernement conservateur polonais, qui refuse d'accueillir des réfugiés et des migrants. Il faut un esprit prêt à accueillir ceux qui fuient les guerres et la faim. Le moment symbolique de son séjour, sa visite à Auschwitz, où il a rencontré des survivants de l'Holocauste et prié pour le million de personnes, essentiellement juives, massacrées dans le camp d'extermination nazi. C'était important que le pape vienne ici, parce que malheureusement, il y a trop de gens qui nient, trop d'articles de journaux qui blanchissent l'Holocauste. La visite du pape ne s'est pas toujours déroulée comme prévu, mais l'Argentin de 79 ans s'est rapidement relevé, sans blessure. Pour les pèlerins, il est l'heure de rentrer à la maison avant le prochain Woodstock catholique à Panama en 2019. Et retour en Afrique pour clore ce journal. En Côte d'Ivoire, le coupé-décalé est une institution. Désormais, il n'est plus l'apanage des Ivoiriens, comme le prouve DJ Petit Piment. Ce Belge originaire de la ville de Mons fait aujourd'hui sensation sur les scènes d'Abidjan. Tout cela grâce à un tube, Pamela la brouteuse. Depuis, les fans de DJ Piment se déchaînent à chacune de ses apparitions aux côtés des Espelettes, ses danseuses. Lors du dernier Aloco Summer Festival d'Abidjan, l'ambiance était particulièrement relevée. Le Belge de 46 ans fait un tabac, 25 000 vues de son clip sur YouTube. Passage dans les boîtes de nuit et concerts après et avant les grosses stars ivoiriennes comme DJ Arafat ou encore DJ Kedjevara. Le coupé-décalé semble réussir à l'artiste. Et le percussionniste Greg Duré, de son vrai nom, doit son succès au hasard. Initialement venu en Côte d'Ivoire pour composer la musique d'une pièce de théâtre sur la drague africaine, son succès est arrivé de manière plutôt inattendue.
J'étais invité ici à Abidjan pour m'imprégner de la musique du coupé-décalé que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais un petit peu mais pas beaucoup. Et du coup, en m'imprégnant de cette musique-là, en sortant dans les maquis, j'ai composé ce morceau-là à l'hôtel. Et ce morceau, peu à peu, a été produit par ma metteuse en scène et est devenu un hit ici. Donc c'est vraiment un hasard. C'était pas du tout pour ça que je venais. Moi, ça me plaît. Ça me va droit au cœur. Un eurodescendant qui fait du coupé-décalé comme un jeune Ivoirien, je suis très contente. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Un eurodescendant danser comme nous, c'est trop adorable. On aimerait voir ça une autre fois encore. Et en ce moment, il fait le buzz, un gros carton en Côte d'Ivoire en ce moment, que ce soit en night, que ce soit sur les radios et même sur la télé, bien sûr. Je pense que son mouvement est hyper bien apprécié. Il a eu le nez creux de le lancer en période de vacances. Et je pense bien que s'il poursuit encore sur cette lancée-là, précisément au niveau de la promo, ce sera quand même l'un des plus gros cartons de ces fins d'année. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. Lancement ce lundi du nouveau fichier électoral en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a lancé ses opérations dans la ville de Gbadolite. Dernier meeting de campagne avant les élections municipales sud-africaines de mercredi. L'ANC au pouvoir, la DA, l'EFF étaient en opération séduction tout le week-end. Et enfin, le Bénin célèbre les 56 ans de son indépendance. Première cérémonie officielle pour Patrice Talon en tant que chef de l'État. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour contacter la rédaction de Vox News, il vous suffit d'envoyer un email à voxnews@voxafrica.com. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est demain. Quant à moi, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Vox Africa.